tous, bienvenue sur My Travel Project. Et on se retrouve comme une de mes vidéos précédentes dans ma cuisine, voilà, pour se faire un café. La dernière fois que j'ai fait cette vidéo là, en fait j'étais en train de faire un café en même temps, donc j'ai filmé ma vidéo et ça vous a bien plu, bizarrement. Donc je me suis dit que j'allais recommencer l'expérience parce que je suis tombée sur un autre sujet dont je voulais parler aujourd'hui et je trouve ça plus sympa de le faire en faisant un café. Voilà. Alors clairement je ne prétends pas être barista, en tant que je fais mon café avec une Senseo. Voilà, ce n'est pas du tout pour t'apprendre à faire tel ou tel type de café, c'est juste moi qui me prépare une boisson chaude. Maintenant qu'on est d'accord, nous allons pouvoir commencer cette vidéo. Donc tasse du jour, Witch's Brew, team sorcière. Et au début je voulais me faire un matcha, sauf que j'ai fini mon matcha il y a genre quelques jours. Et je filme cette vidéo en retard. Donc ça sera encore une fois un café, on espère que je change de boisson à la prochaine vidéo. Alors en fait la dernière fois, j'étais sur Facebook, c'est-à-dire le réseau social des dinosaures, comme moi, et en fait je suis tombée sur un article qui m'a grave interpellée. Donc en fait c'est un article d'un journal belge, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je me tape que des médias belges sur mon compte Facebook, et c'était un article qui présentait les 10 destinations à ne surtout pas à ne surtout pas visiter en 2023. Forcément, comme tout bon mouton que je suis, j'ai cliqué sur l'article. Et donc j'ai lu l'article et j'ai découvert que depuis genre 2016 ou 2017, il y avait une No Travel List, qui est une liste de 10 destinations à ne surtout pas visiter dans l'année en cours, qui est publiée chaque année par Fodors. Alors je connaissais pas du tout. Donc évidemment je suis allée voir ce qu'était Fodors et en fait c'est un site de genre de ressources et de bons plans voyage. Enfin en tout cas c'est ce que j'en ai compris, mais je crois que c'est vraiment un truc professionnel, donc plus un média de voyage que genre une personne qui aurait créé son blog comme moi ou comme tant d'autres par exemple. Alors moi le premier truc que j'ai voulu savoir c'était c'est quoi tes critères de sélection pour choisir 10 destinations à ne surtout pas visiter dans l'année, tu vois. Et alors le truc c'est que j'ai cherché mais que j'ai pas trouvé en fait de liste de critères de sélection pour ce classement. Donc ce que j'ai compris c'est que en fait cette liste elle a été créée en 2016 pour endiguer le tourisme de masse, donc pour faire en sorte que tous les mouvements touristiques, des gros flux touristiques, soient redirigés vers d'autres destinations pour éviter justement tous les impacts négatifs du tourisme de masse. Pourquoi j'arrive pas dans ce truc? Putain enfin. Donc sur le principe je comprends totalement, mais j'avoue que j'aurais quand même bien aimé trouver une liste de critères, parce que je pense qu'il y a peut-être pas juste un seul critère pris en compte qui serait genre l'affluence, puisque je pense que ça dépend du pays, ça dépend du nombre de touristes, de la période, enfin je pense qu'il y a plus de critères que ça, mais j'ai pas trouvé. Donc ça c'était vraiment le principe de base, c'est-à-dire endiguer le tourisme de masse et éviter tous les impacts négatifs sur l'environnement et la population locale. Donc franchement, le principe est très louable. Donc sur le principe, why not, je suis ouverte à tout et donc forcément j'ai regardé les 10 destinations de cette année. Donc pour cette année 2023, sur la liste, la No Travel List, nous avons donc Etretat en France, le parc national des Calanques qui est aussi en France, le lac Tahoe aux États-Unis, l'Antarctique, donc Venise en Italie, la côte amalfitaine en Italie, les Cornouailles en Angleterre, Amsterdam aux Pays-Bas, la Thaïlande et l'île de Maui à Hawaï. Donc voilà pour les 10 destinations de cette année. Alors, mon avis sur cette liste. Pas sur le contenu de la liste, mais sur le principe de la liste. Je trouve que sur le papier, c'est une très bonne initiative. J'ai plus de lait d'avoine. Chier. Bah ça sera un café noir parce que j'ai plus de lait d'avoine. Donc sur le papier, je trouve ça bien. Mais dans les faits, je sais pas si ça marche vraiment. En fait, tu vois, pour moi, quand tu publies ce type de liste, tu t'attends forcément à ce qu'elle soit lue. Jusque là je trouve ça logique. Sauf que si tu veux que cette liste elle soit lue, ce qui normalement est un peu ton principe, ça va forcément attirer un peu de spotlight sur ces destinations. Tu vois, je pense qu'il y a très certainement des gens, ils vont découvrir la liste et le concept derrière, ils vont aller découvrir les destinations de la liste, il y en a peut-être qui vont pas connaître et ils vont se dire ok je vais peut-être pas y aller cette année parce que c'est sur la No Travel List et que voilà, un peu responsable, ils vont faire en sorte de respecter le principe, mais ça veut pas dire qu'ils vont pas y aller l'année suivante quoi. Tu vois, ça peut aussi très bien donner l'effet inverse et en fait donner envie aux gens d'aller dans de nouveaux endroits. Par exemple, si tu connais pas le lac Tahoe aux États-Unis, tu te dis bah trop bien, j'ai trop envie d'y aller, de découvrir l'endroit et tout ça, donc tu vas peut-être pas y aller en 2023, mais finalement en 2024 tu vas y aller. Donc c'est bien, ça a peut-être son effet, mais son effet est assez court. Enfin, je trouve que 1 an c'est assez court en fait. Je pense pas que tu peux endiguer le tourisme de masse sur 10 destinations seulement en l'espace d'1 an. Ça me semble, à l'échelle de la planète, une très petite période. Genre vraiment beaucoup trop court. Et donc la question que je me pose c'est, est-ce que ça a vraiment une efficacité de créer une No Travel List d'une durée de seulement 1 an, où finalement au bout de 365 jours tu vas complètement changer les destinations qui sont sur cette liste. Tu vois, moi ça me fait penser à Maya Bay en Thaïlande. Donc je n'ai jamais mis les pieds en Thaïlande, mais je sais
pour traîner sur les internets depuis des années que Maya Bay c'est une plage qui a été rendue très connue en Thaïlande à cause du film La Plage, que soit dit en passant je n'ai jamais vu non plus. En l'occurrence actuellement Maya Bay est fermée 2 mois par an pour préserver les écosystèmes, préserver la plage tout simplement, protéger l'environnement, ce que je trouve très bien. Mais il se trouve qu'il y a quelques années, donc de fin 2018 je crois à début 2022, Maya Bay a été fermée pendant 3 ans pour préserver les écosystèmes, faire en sorte que les récifs coralliens se renouvellent, donc ça a été complètement fermé au public pendant 3 ans. Et le but c'était vraiment, comme je disais, de préserver cette nature, de faire en sorte qu'elle se renouvelle et aussi de préserver l'endroit du tourisme de masse parce que à l'époque, donc avant que ça soit fermé fin 2018, il y avait à peu près 5000 touristes par jour qui allaient sur la plage. Et quand tu vois la taille de la plage en photo ou en vidéo sur YouTube et que t'apprends que tu peux y accéder que par bateau, je trouve que ça fait beaucoup. Et donc depuis la réouverture, il y a seulement 375 personnes par heure qui peuvent se rendre sur la plage. Donc si on part du principe que la plage elle est ouverte de genre 9h à 18h, tu vois, ça fait un peu moins de 3500 personnes par jour qui peuvent aller découvrir Maya Bay. Alors certes, 3500 personnes par jour, c'est quand même bien moins que 5000. Mais je suis quand même pas trop sûre de l'impact à long terme, tu vois. Dans le sens où les 3 ans où Maya Bay ça a été fermé, ça a vraiment permis apparemment aux récifs coralliens de se renouveler. Mais finalement dans 4-5 ans, avec 3500 personnes par jour qui débarquent sur la plage, est-ce que tu vas pas revenir au même niveau que genre fin 2018 avant la fermeture pendant 3 ans, tu vois? Je sais pas. À vrai dire, j'en sais rien, c'est clairement une question ouverte, je suis clairement pas experte des fonds marins, ni de la préservation des écosystèmes, mais ça me semble être un pas vers le mieux, mais je sais pas si c'est un pas suffisant. Tout ça pour dire avec cet exemple que je sais pas si le fait de créer une no travel list sur une durée de seulement 1 an, ça soit si efficace que ça. Et le truc c'est que j'ai regardé les no travel lists des années d'avant, pas juste celles de 2023, donc les autres travel lists qui ont été créées par Fodor, et en l'occurrence tu retrouves des destinations assez intéressantes. Donc par exemple sur la no travel list de 2017 tu retrouves des destinations comme l'espace. Oui. Pour l'instant, on peut pas dire que le tourisme spatial soit franchement quelque chose de commun. Donc je sais pas à quel point c'était utile de le mettre sur la liste, mais ça c'est que mon avis personnel. Et sur ces no travel lists, à chaque fois qu'il y a une destination que Fodor suggère d'éviter pour l'année à venir, il propose une autre destination à la place, en gros quoi. Il propose une alternative. Et en l'occurrence sur cette no travel list de 2017, à la place de l'espace, Fodor suggère d'aller en Antarctique. Si tu reviens un peu plus haut dans ma vidéo, tu verras que l'Antarctique est une des destinations sur la liste de Fodor à éviter pour 2023, donc quel est l'intérêt en fait? Je vois pas l'intérêt de mettre l'Antarctique comme alternative à l'espace sur leur liste de 2017 pour 6 ans plus tard finalement dire d'éviter de partir en Antarctique. Enfin, je trouve que c'est... Je sais pas quel est le bon terme. Je sais pas si c'est mauvaise foi, hypocrisie ou juste pas très logique. J'en sais rien. Mais je vois pas l'intérêt. Bref, je trouve ça un peu contre-productif. Même si évidemment je comprends le principe de base qui est très louable, qui est d'endiguer le tourisme de masse ou en tout cas de le minimiser. J'ai pas l'impression que de publier une liste par an en disant n'allez pas là mais plutôt allez là-bas et voilà seulement pour, comme je disais, 12 mois, je pense pas que ce soit vraiment efficace à long terme. Qui plus est quand finalement tu recommandes des destinations qu'ensuite tu dis d'éviter quelques années plus tard. Je trouve que c'est un double discours pas très logique. Alors après j'ai pas forcément de solution à cette problématique, hein. Clairement je ne connais pas tout, je ne suis personne. Mais vu que je viens de découvrir le principe de la no travel list, je me suis dit que ça serait intéressant d'en parler, donc n'hésite pas toi à me dire dans les commentaires ce que t'en penses. Est-ce que toi t'es d'accord avec ce principe de no travel list? Est-ce que tu trouves ça efficace ou au contraire est-ce que tu trouves ça comme moi contre-productif? Bref, n'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires. En tout cas j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!